Du coup, nous allons accueillir Naeva Mallet de Le Bon Coin. Je tiens particulièrement à féliciter Naeva, pardon, pour ce talk parce que j'étais à sa position il y a quelques années au PGDF France à Lyon. Je connais exactement par quoi elle est en train de passer en ce moment, parce que c'est le dernier talk de la journée pour son premier talk en public. Donc, j'espère que vous allez lui accueillir un super accueil et un super sujet comme ça, la réplication logique. J'ai hâte de voir ça chez Le Bon Coin. On l'utilise chez nous. J'ai hâte de voir. Je suis très intéressé. Merci. C'est bon, vous m'entendez bien? Très bien. Alors, tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Qui est-ce qui, dans la salle, utilise vraiment le bon... Excusez-moi. Non, c'était pas ça la question. Qui est-ce qui utilise vraiment les bases de données Postgre? Très bien. Ça me rassure. Et parmi vous, qui est-ce qui a déjà été amené à déplacer des bases de données Postgre? Très bien. Parfait. Encore mieux. Parce que l'objectif avec ce talk, c'est de vous simplifier la vie quand vous le faites. Donc bonjour, je suis Naeva Mallet. Je suis arrivée chez Le Bon Coin en 2018 en tant que développeuse back-end. Et après avoir passé des années à utiliser les bases de données Postgre derrière mes services, j'ai eu envie de passer de l'autre côté du miroir. Et je suis devenue ingénieure infrastructure et plus particulièrement DBA sur les bases de données Postgre en 2022. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Le Bon Coin? Je vais quand même le faire. Notre objectif, c'est de donner le pouvoir à chacun de vivre mieux au quotidien. Pardon. Et pour ce faire, nous sommes la première marketplace française avec plus de 28 millions de visiteurs uniques chaque mois, ce qui correspond à peu près à un Français sur deux, et 80 millions d'annonces en permanence sur le site. 80 millions d'annonces en permanence sur le site, dont 800 000 postées chaque jour. Pour tout ça, nous sommes 700 personnes chez PNT au Bon Coin. Ça comprend les équipes tech et les équipes produits. Et nous sommes répartis aux produits et à la tech sur deux sites. Le premier, le principal, c'est Paris. Et on a aussi un pôle qui est sur Nantes. Au Bon Coin, voici à peu près toutes les stacks que nous utilisons. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, la plus intéressante, c'est le petit éléphant bleu en haut à gauche. Au Bon Coin, nous avons actuellement à peu près 250 bases de données qui sont hébergées sur Postgre, de la plus petite à la plus éléphantesque. Il fallait que je le place. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez scanner le QR code. On publie régulièrement sur les médias qui sont affichés ici. Hop, et vous pouvez aussi nous suivre lors de meet-up qu'on héberge ou sur lesquels on participe. Donc mon objectif avec cette conf, c'est de vous simplifier le déplacement de bases de données. Postgre, bien sûr. Donc je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. D'abord, je vais vous... Donc d'abord, je vais vous expliquer notre contexte, ce qui nous a amené ici. Ensuite, je vais vous faire un rapide tour d'horizon de ce qu'est la réplication chez Postgre. Comment on l'a fait et ce qu'on a fait au Bon Coin. Ensuite, il y aura une démo. J'aborderai en quelques mots l'open source. Et à la fin, j'ai prévu un temps pour que vous posiez vos questions ou pour échanger sur le sujet. Donc, le contexte. Aujourd'hui, on a 250 bases de données Postgre au Bon Coin. Initialement, quand on a migré sur AWS, pour se simplifier les migrations et la maintenance, on s'était dit on va mettre chaque base de données Postgre sur une instance dédiée. Mais à l'époque, on n'en avait pas autant. Du coup, sur ces 250 bases, on en a des grosses, voire des très très grosses, mais on en a plus de la moitié qui, en fait, sont des petites bases qui utilisent moins de 10% de leurs ressources.
pour vous faire une analogie, imaginez un hôtel dans lequel il y a des chambres pour 10 lits, et il y a plus de la moitié des chambres qui sont occupées que par une personne. Ça vous obligerait quand même à faire venir les personnes qui font le ménage tous les jours, à chauffer la totalité de la pièce, et du coup, ça coûte cher pour pas grand-chose. C'est exactement le problème qu'on avait chez Le Bon Coin. Enfin, le problème, c'est exactement ce qui se passait chez nous. Du coup, pour réduire les coûts, on s'est dit, toutes les petites bases, on va essayer de les mettre sur la même instance. En gros, on a décidé de mettre toutes les personnes seules dans la même chambre. Et ça, c'était le plan. Après, on avait des contraintes. D'abord, on voulait faire les déplacements de jour, puisque la nuit, on préfère dormir. Et ensuite, il fallait qu'on le fasse sans coupure. Vous allez me dire, pourquoi sans coupure? Pourquoi s'embêter à le faire sans coupure? Comme je vous l'ai dit, il y a plus d'un Français sur deux qui vient sur le site. Et on a 80 millions d'annonces qui sont en permanence disponibles sur le site. Donc on ne pouvait pas faire ça avec une coupure. Imaginez, ça fait quelques mois que vous cherchez la console qui ferait... pardon. Merci. La console de vos rêves ou que vous souhaitez acheter à votre enfant. Ça fait plusieurs mois que vous la cherchez et là, vous l'avez enfin trouvée. Elle est au prix que vous voulez. Elle est disponible et elle n'est pas très loin de chez vous. Et là, au moment où vous appuyez sur « Payer », tout se fige. Catastrophe. Comment vous vous sentiriez? Frustré, fâché, en colère? Est-ce que je vais être prélevé de cet argent-là? Est-ce que la console va me passer sous le nez? Mais c'est exactement pour ça qu'on voulait éviter les coupures. Du coup, on avait beaucoup de bases à déplacer, plus de 120 en réalité sur les 250, et on voulait le faire sans coupure. Donc on a regardé au niveau de Postgre, dans la magie de Postgre, quelles sont les possibilités qui sont offertes pour déplacer une base sans coupure. Et c'est la réplication logique qui répondait à nos besoins. Et en plus, au passage, on pouvait faire des upgrades de version, le Graal. Pour ces déplacements, on s'est limité, je vous ai dit 120, on s'est limité aux petites bases de données, celles qui consommaient moins de 10% de leurs ressources, pour que, quand elles seraient beaucoup sur la même instance, on n'ait pas de problème de vampirisation des ressources. Et du coup, le résultat, c'est qu'on est passé de 250 instances dédiées à 96 instances qui sont encore dédiées, instances ou clusters, et 9 bases de données, enfin 9 instances mutualisées. Donc ça fait un peu moins de 100 instances à manager aujourd'hui, contre 250 avant. Et du coup, c'est quoi la réplication chez Postgre? Il y a deux types de réplication chez Postgre. Tout d'abord, la réplication physique. C'est une réplication bas niveau. Pardon. Donc c'est une réplication bas niveau qui correspond à transférer les fichiers WAL directement de la source vers la destination pour une réutilisation directe. En fait, tout ce que vous faites sur une base de données, sur la base de données, les inserts, les updates, les ajouts de tables, de colonnes, tout ça c'est écrit dans les fichiers WAL et c'est transmis directement à la destination pour être rejoué à l'identique. C'est comme si c'était une copie carbone de la source. Ça, c'est pour la réplication physique. Du coup, ça apporte quelques contraintes. Il faut qu'il y ait le même type d'instance d'un côté et de l'autre, parce que sinon ça pose des problèmes. La même taille de disque, la même version de Postgre. Et la totalité de l'instance est répliquée. Les avantages, par contre, c'est que tout est copié. Donc, on copie la data, on copie la structure, on copie les utilisateurs, on copie les droits. Les cas d'application, c'est généralement un réplica ou pour un backup. Donc ça, c'était le premier type de réplication. Le deuxième, c'est la réplication logique. Pour cette réplication-là, on a besoin de créer une publication sur la source
et une souscription sur la destination. Il y a toujours le wall sender, sauf que ce coup-ci, il ajoute des informations supplémentaires sur les fichiers wall avant de les envoyer. Et le wall receiver fait un décodage logique de ces informations pour rejouer le SQL. Ici, il n'y a que les changements sur la data qui sont concernés. Les avantages, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le même type d'instance d'un côté et de l'autre. On n'est pas obligé d'avoir la même taille de disque d'un côté et de l'autre. J'ai l'impression que ça l'arsène un peu. On n'est pas obligé d'avoir la même version de Postgre d'un côté et de l'autre. L'autre avantage, c'est que ça permet aussi de faire une copie partielle. Si on ne veut pas la totalité de la base source à la destination, on peut. Les contraintes, c'est que ça ne prend pas en compte les changements de structure. Donc, quand on veut rajouter une table, il faut d'abord l'ajouter sur la destination, puis sur la source, et ensuite rafraîchir la publication. Pareil, quand on veut supprimer une colonne d'une table, il faut d'abord le faire sur la source, puis sur la destination, et ensuite rafraîchir la publication. Les cas d'utilisation, c'est généralement les montées de version ou une copie partielle de données. Vous allez me dire très bien, mais du coup, qu'est-ce que vous, chez Le Bon Coin, vous avez apporté à Postgre, sachant qu'il fait déjà tout? Eh bien, je vais vous l'expliquer maintenant. Je vous l'ai dit, on avait beaucoup de bases de données à déplacer et on avait besoin de les déplacer sur des machines différentes. Donc la première qui était dédiée, petite, et la deuxième qui était une instance mutualisée, une beaucoup plus grosse. Donc on ne pouvait pas utiliser la réplication physique. Ensuite, on voulait le faire sans coupure. Donc on ne pouvait pas se dire on fait un dump et un restore parce que ça aurait nécessité une coupure, plus ou moins longue en fonction des bases. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un mix des deux? Et du coup, là, on a dû se poser pour réfléchir. On avait plus de 120 bases à déplacer. Donc, on s'est dit, on va définir un protocole sur la première base, et ensuite, on va le scripter pour le réutiliser sur la totalité de notre parc. Ce script se découpe en plusieurs parties. Dans la première, on fait la copie de la structure de la base, de la source vers la destination. Mais on avait besoin de garder les primary keys. Mais on avait besoin de garder les primary keys parce que c'est nécessaire pour la réplication logique. La deuxième étape, c'est qu'on a créé la publication sur la source et la souscription sur la destination. La troisième étape, d'abord, elle va attendre que la copie des données se fasse complètement. Et une fois que les données sont synchrones de la source vers la destination, on met en pause la réplication et on recrée tous les index sur la destination. Et ensuite, on relance la réplication. À ce niveau-là, la réplication logique est fonctionnelle, donc on peut s'arrêter à ce niveau-là. Dans des cas comme si on a envie juste de faire, par exemple, une réplication, un read-only partiel, si on a envie de faire un rapprochement physique de données d'un pays vers un autre, ou encore quand on a envie de tester des fonctionnalités juste sur un réplica, sans impacter la prod. La quatrième étape du script, du coup, elle est optionnelle, parce qu'on peut s'arrêter juste avant. Et nous, dans notre cas, du coup, on l'a créé dans un autre script à lancer, parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de se synchroniser avec les équipes de dev pour lancer le switchover vers la nouvelle instance, pour qu'ils vérifient qu'il n'y a pas de problème, et déclencher un incident tout de suite s'il y avait un souci. C'est pas arrivé. Hein. Spoiler alerte. Donc dans cette quatrième étape, ce qu'on fait, c'est qu'on fait... D'abord, on stoppe l'écriture, on attend la fin de la synchro des données entre les deux bases. Ensuite, on fait une copie des séquences de la source vers la destination. Et ensuite, on fait le clean, donc on supprime la publication et la souscription, histoire de laisser les deux bases propres. Voilà. Maintenant, c'est l'heure de la démo. Alors, je ne vais pas vous proposer... Merci. Je vais pas vous faire une démo live, parce que ce serait trop rapide.
mais j'ai préparé des visuels pour vous expliquer tout ça. En prérequis du script, il faut que les deux bases de données soient up. Il faut qu'elles puissent communiquer entre elles. Le script ne gère pas le réseau, donc il faut qu'elles soient capables de communiquer entre elles. Il faut que les utilisateurs avec lesquels, que les utilisateurs que vous allez passer en paramètres au script aient le droit de faire des selects sur la source et de créer des objets sur la destination. Et enfin, pour la sécurité, nous avons rajouté une chaîne de connexion qui va permettre à la souscription de se connecter à la publication. Pour la démo, on a créé deux bases de données Postgre quasi vides sur Docker. Voilà. Ici en bas, vous pouvez voir la base de données source, du coup, qu'on a créée sur Docker, qui s'appelle foo, et la base de données destination, qui pour l'instant est vide, qui s'appelle bar. Ça y est, j'ai lancé le script. Donc comme c'est des tout petites bases et qu'il n'y a pas de souci de réseau parce que c'est sur la même machine, il s'est exécuté en 12 secondes. Donc ça, c'est la sortie qui va sortir quand on lance le script. C'est un peu verbeux, mais ça permet de bien savoir où est-ce qu'on en est dans le script. Je ne sais pas bouger avec la souris. Je vais voir. Ah si, je peux le placer. OK. Donc d'abord, les premières informations qu'on voit, c'est quelques informations sur la base de données source. Ensuite, ici, on a affiché les paramètres qui sont passés au script pour deux raisons. La première, ça évite de faire, ça permet de voir quand on fait une typo, et ça permet de vérifier qu'on a bien mis les bons paramètres dans le bon ordre. Ensuite, il y a la création de l'utilisateur de réplication et l'ajout de droits pour qu'il puisse faire la réplication correctement. Et ensuite, on arrive sur le cœur du sujet, la petite complexité que ce script simplifie. Donc, on va faire un dump de la base source, mais juste la structure, sans les données, pour que ce soit plus rapide. Et on va l'envoyer en stream direct, puisqu'on a utilisé Python pour le faire, PsychoPG. On va l'envoyer en stream direct vers la destination. Une fois que la structure est créée, donc du coup sur la destination, on relance un dump en post-data, donc après les données, et sur cette partie-là, on ne restaure que la partie primary key. Ensuite, on crée la publication sur la source en spécifiant les tables qu'on veut répliquer, parce que c'est un paramètre qu'on peut préciser dans ce script. Et on crée la souscription sur la destination. Après, il y a le temps d'attente de la copie. C'est ce qui a fait les 12 secondes de ce script-là, pour le coup. Parce que du coup, on attend, avant de checker régulièrement, que les tables sont ready. Ensuite, on met en pause la réplication. Et là, on relance un dump post-data et on le restaure sur la destination sans les primary keys puisqu'elles ont déjà été créées. Cette partie-là, ça permet de créer les index sur la destination. Et voilà, la démo est terminée. Donc ici, je vous ai mis quelques screens. En haut, on peut voir la publication et la souscription. Au milieu, je vous ai mis un screen de la table, d'une table sur la destination, avec les index qui ont été créés par le script. Et en bas, des selects sur les deux tables, sur la source et sur la destination. Mais bon, là, on fait confiance à Postgre, il fait très très bien le travail. Donc ici, c'est la fin de la démo. Il n'y a pas la totalité de notre script dedans, mais il y a la totalité de la partie qu'on a déjà open sourcée. Donc la quatrième étape n'est pas là. Là, on s'arrête juste à la fin de la troisième étape. La quatrième étape, elle est fonctionnelle puisqu'on l'a utilisée pour nos bases. Mais comme on ne l'a pas encore open sourcée, je ne vous ai pas fait la démo. Mais du coup, pourquoi je vous parle d'open source?
une fois qu'on avait lancé ce projet-là, on l'a présenté au sein du groupe Adevinta, dont fait partie Le Bon Coin. Et en le présentant aux équipes tech, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être intéressées par le script qu'on avait écrit et surtout la simplicité qu'il nous apporte. Et du coup, on s'est dit, s'il y a des intéressés, pourquoi pas l'open sourcer? Du coup, il a fallu réécrire le script. À la base, il était écrit en Bash, sur une machine qui faisait le pont entre nos bases. Et donc, on l'a réécrit en Python. Et du coup, le fait de le réécrire en Python, ça nous a apporté beaucoup plus de flexibilité. D'abord dans le traitement des erreurs, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Ensuite, dans le traitement des requêtes, dans le retour des requêtes. Et surtout pour le streaming de flux. Donc du coup, on n'a plus de gestion de fichiers, de droits, quand on enregistre le dump, le restore, parce que tout passe en stream, c'est beaucoup plus léger. Au niveau des credentials, dans le script initial, on utilisait nos systèmes internes de gestion de credentials pour aller les lire. Et là, le fait de passer en Python, de passer en open source, on s'est dit, il faut qu'on retire cette partie-là et il faut que ce soit fluide et qu'on ne passe pas les mots de passe, que ce soit le plus open sourceable. Et donc pour ça, du coup, on a utilisé les chaînes de connexion que permet Postgre. Ok. Et enfin, pour le rendre indépendant de notre infrastructure, on a dû, pour nous, pour le lancer plus facilement, réécrire un script en interne pour que ça s'adapte quand même à notre infrastructure sans polluer le script open source. Donc vous pouvez trouver les sources ici et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Du coup, pour résumer, notre besoin, c'était d'automatiser la réplication logique sur les plus de 120 bases qu'on a voulu déplacer et sans downtime. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un script pour simplifier les manipulations, pour sécuriser nos actions, parce qu'il y a une dizaine de commandes à lancer et fois 120 bases, ça pouvait induire des risques, des erreurs, des oublis. Et du coup, le fait de créer un script, ça fait qu'on n'a plus qu'une seule commande à lancer pour initier la réplication et une deuxième au moment du switchover, c'est beaucoup plus simple. Et au final, on s'est dit pourquoi pas le partager avec la communauté et donc on l'a open sourcé. Merci pour votre écoute. Merci. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a le temps pour des questions. Merci beaucoup, c'était super. Alors, est-ce que sur vos 120 bases de données que vous avez eu à déplacer, est-ce que vous vous êtes retrouvé avec certaines tables qui n'avaient pas de clé primaire? Oui. Comment vous avez fait? Pour ça, on a, alors en fonction des bases, en fonction des tables, on a appliqué un réplica identity full quand les tables n'étaient pas trop grosses. Sinon, on s'est arrangé avec les équipes de dev, soit pour qu'elles rajoutent un index, soit, la plupart du temps, en fait, c'était des tables qui n'étaient plus utilisées. Donc ça a permis au passage de faire du ménage. Et ce déplacement a permis de supprimer quelques bases aussi qui étaient oubliées. Mais sinon, on a utilisé le réplica identity full. Même si c'était des tables un petit peu trop grosses, sur certaines, on l'a appliqué juste le temps de la migration et ensuite on les a retirées. De rien. Pour la partie bascule sur les nouvelles bases de données, est-ce que c'était via vous êtes coordonné avec les équipes de dev pour qu'ils changent eux-mêmes les connection strings dans leurs applications? Il y avait un proxy devant. Comment est-ce que ça s'est passé du coup pour Alors, les microservices sont quasiment tous en Go. Ils utilisent des libs et ils se connectent à un nom DNS qu'on a défini. Donc pour eux, c'était vraiment transparent parce que
dans notre mécanique d'infra. On a fait une modification sur l'alias. On l'a modifié derrière sans avoir besoin de le régénérer pour que leur service ne voit pas du tout le changement. Une autre question? Non? Eh bien, un grand merci à Naeva qui s'en est très bien sortie. Et maintenant, c'est bon, tu peux souffler.